Vous êtes responsable d'association, vous êtes membre d'une formation musicale, ou bien encore dirigeant de club sportif dans l'Ag, contactez-nous au 02 33 08 35 77, 02 33 08 35 77, ou par mail info@agfm.com. Nous pouvons diffuser vos informations tout au long de l'année. L'alcool est la deuxième cause de mortalité prématurée en France, malgré diverses campagnes de prévention. 49 000 décès lui étaient imputables en 2009. Alors comment passe-t-on de l'alcool plaisir à l'alcool dépendance ? Quels en sont les symptômes ? Comment peut-on sortir de la maladie ? Quel suivi est indispensable après un sevrage alcoolique ? Et enfin, quels sont les nouveaux modes de consommation des jeunes en 2016 ? C'est ce que nous allons développer dans cette émission. Et pour en parler, je suis avec Josette Girard, la présidente d'Alcool Assistance département de la Manche, et également Richard, le secrétaire départemental. Auditeur de AgFM, vous avez la possibilité de poser vos questions en direct en composant le 02 33 08 35 77 ou sur notre page Facebook en messagerie instantanée. Nous saurons bien évidemment préserver votre anonymat si vous le souhaitez. Josette et Richard, je vais y arriver. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Bonjour. Richard, bonjour. Alors, tout d'abord, quelles sont les missions d'Alcool Assistance département de la Manche ou plus généralement au niveau national ? Alors, Alcool Assistance est anciennement la Croix d'Or, parce que c'est important de le dire pour que le terroir y retrouve un peu son identité. Donc, Alcool Assistance, c'est un mouvement qui aide les personnes en difficulté avec l'alcool, mais aussi leurs familles, qui aide aussi les personnes qui souffrent d'autres dépendances, même si nous sommes moins informés sur les autres dépendances, mais nous savons qu'elles existent. Elles sont diverses et variées, hélas. Et nous faisons de la prévention scolaire, ce que nous avons fait ce matin sur Cherbourg. Et aussi, pour cette année, pour la première fois, nous serons présents sur un festival. Bien. Autre chose à ajouter brièvement, non, c'est à peu près ce que vous vouliez faire passer au niveau du message pour l'organisation de l'association, d'accord. Alors, vous deux avez connu la dépendance à l'alcool voici quelques années, beaucoup d'années pour certaines et un peu moins pour d'autres. Comment avez-vous glissé doucement vers cette addiction ? Qui veut prendre la parole, Richard ? Moi, je vais prendre la parole. Oui. Alors, moi, j'ai glissé sournoisement. C'est surtout par une consommation habituelle d'alcool. C'est-à-dire l'apéritif régulièrement, l'alcool quoi, en soi-même, le vin rouge et tous les vins quoi. Et à force de répétition, on a tendance à augmenter un peu sa consommation. Et ça finit qu'on se fait vite rattraper par le produit, on devient addict du produit. Et après, quand nous sommes addicts du produit, c'est beaucoup plus difficile de se passer du produit. Ça, c'est votre parcours en quelques mots. Josette, vous avez un parcours aussi atypique, qui plus est chez une femme, puisque l'alcool au féminin se décline pas forcément de la même façon que l'alcool au masculin. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, vous pouvez nous retracer un peu votre parcours ? Mon parcours, il a été, très atypique. C'est-à-dire que moi, personnellement, pour moi, l'alcool, c'était la seule possibilité de m'amuser. J'avais l'impression que ça me rendait intelligente, spirituelle. Et j'ai commencé à consommer de l'alcool dans ma petite enfance. C'est-à-dire que, venant de milieu rural, nous sommes passés je dirais du lait aussi, du cidre au calva, du calva à autre chose. Et voilà. Donc, pour moi, c'était une évidence de consommer de l'alcool. Ne pas consommer de l'alcool, c'était limite, pas une tare, mais voilà, c'était une évidence. L'alcool était commun, habituel, banalisé dans ma famille. Et nous buvions tous de l'alcool à des degrés plus ou moins importants. Certains n'ont pas eu d'appétence pour l'alcool, donc n'ont pas dérapé. Mais malheureusement, 3 d'entre nous, dont un frère est décédé, nous sommes allés dans l'alcool comme ça, sans s'en rendre compte, mais de façon qui nous semblait naturelle. Par contre, à mon mari, ça semblait pas naturel du tout.
Et c'est là que ça a commencé à poser des problèmes. Vous voulez dire qu'à l'époque, c'était un peu marginal de ne pas consommer d'alcool? C'était complètement ça. Ouais. Moi, j'ai vu ma maman refuser de servir un verre d'eau au facteur parce que je vais quand même pas vous servir de l'eau. Voilà où on en était. Et chez nous, c'était normal. La normalité, c'était l'alcool. Ça faisait partie de la culture de la famille. De toute façon, c'est très culturel, l'alcool. Complètement. Alors, justement, on va en parler maintenant. Comment passe-t-on de l'alcool plaisir à l'alcoolodépendance? C'est une grosse question, hein. Mm-hmm. Ouais. Qui veut répondre entre vous deux? L'alcool, comment passe-t-on du plaisir à l'alcoolodépendance? Voilà, c'est ça. Comment glisse-t-on gentiment vers la dépendance, l'alcool plaisir, je veux dire, voilà, l'alcool festif, vers la dépendance vraiment installée, quoi. Hein. Oui, ben le plaisir, bon, c'est sûr, c'est l'envie de faire la fête, de s'amuser, parce que moi, qui suis un petit peu plus jeune quand même, j'ai commencé assez jeune. Oui, excuse-moi, j'ai commencé assez jeune dans le produit. C'était principalement pour faire la fête, pour faire un peu, bon, comme tout le monde, comme beaucoup de jeunes d'entre nous, on sortait au bal, on sortait en boîte, bon, on buvait un petit coup, on buvait voilà comme ça, et puis on passe vite, du moins ce qui a été mon cas, assez vite dans la dépendance, parce que comme j'avais des consommations assez, j'étais devenu alcoolodépendant à cause des consommations, comme je disais tout à l'heure, qui étaient plus ou moins régulières et qui ont augmenté. Et voilà, quoi. La dépendance s'est très très vite installée. C'est variable d'une personne à l'autre. Hein. Une personne peut devenir dépendante qu'en buvant que quelques verres par jour. Comme une personne qui va boire 7-8 verres par jour ne va pas forcément tomber dans la dépendance. D'accord, c'est noté. Et comment vous avez réalisé que vous étiez dépendant, parce que vous êtes quand même le premier concerné, et à quel moment vous avez pris conscience du fait que vous étiez parti loin? Moi, il m'a fallu des rappels d'alcool assistance pour me faire voir que j'étais parti loin, parce que j'étais dans le déni complet. Oui. Moi, la fête, c'est les autres qui buvaient. Un tel buvait, moi, non. Je me considérais comme fêtard, bon vivant, mais de là à me retrouver malade de l'alcool, non. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible, d'accord, ouais. C'est ça. Oh, ok. Quelque chose à ajouter, Josette, avant de passer à une petite pause musicale? C'est vrai que on se rend pas compte quand on franchit la ligne jaune. L'alcool plaisir, c'est pour tout le monde, c'est sympa, c'est culturel, et un jour on peut plus s'en passer, et là on s'est pas rendu compte que on avait franchi la limite. Alors effectivement, être dépendant, c'est pas une question de quantité, c'est une question de besoin. On est dépendant quand on a perdu la liberté de s'abstenir d'alcool. Mmh. Et avec des doses, souvent les jeunes nous demandent, vous buviez combien? Non, c'est pas ça qui est important. C'est pourquoi vous buviez et vous n'arriviez plus à vous en passer. C'est ça. Parce que il y a des personnes, comme le disait tout à fait Richard, qui vont boire des grosses quantités et qui peuvent s'arrêter parce que la dépendance psychologique n'est pas installée. Mmh. Et d'autres personnes pour des consommations peut-être pas minimes, mais tout au moins moindres, vont tomber dans la dépendance. C'est vraiment du cas par cas, en fin de compte. Hein. On n'est pas tous égaux, vous voulez dire, à ce niveau de dépendance. Certains vont glisser plus rapidement, d'autres moins. Certains vont être plus réfractaires, enfin, entre guillemets, et seront forcément jamais atteints par cette dépendance quelque part. Hein. Quelqu'un, comme vous le disiez tout à l'heure, votre époux, qui lui est complètement normal, avec toujours des guillemets quand même. Hein. Toujours des guillemets. Dans la normalité. Dans la normalité. Jean-Pierre, s'il nous écoute, évidemment, on sait bien qu'il est tout à fait normal. On va faire une petite pause musicale. Auditeurs, auditrices de AGFM, toutes vos questions sur le sujet de la dépendance à l'alcool sont les bienvenues au 02 33 08 35 77. Et puis par messagerie instantanée depuis notre page Facebook. Zucchero, c'est ce qui suit. On se retrouve dans quelques instants. Zucchero à l'instant sur AGFM, 14h50. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que nous sommes en direct avec Josette Girard, mais également Richard, tous les deux membres de l'association Alcool Assistance département de la Manche. Alors avant la pause, nous avons évoqué la glissade vers la dépendance et la façon dont l'alcool devient plaisir. L'alcool plaisir devient alcool indispensable au quotidien. Alors quels sont les symptômes de la dépendance à l'alcool ?
Les symptômes les plus fréquents sont principalement les tremblements, les sueurs. Si on se réveille souvent après une consommation excessive ou une consommation avec des tremblements le matin et que il suffit de reboire de l'alcool pour ne plus avoir les tremblements, là c'est très important. Là c'est que c'est bien installé, hein, ça fait partie des symptômes. Et il suffit de s'arrêter de boire dans ces symptômes-là. Les sueurs, c'est des sueurs qui coulent, on n'est pas bien. On a un véritable mal-être parce qu'on n'a plus le produit. Josette, d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, mais il y a aussi les trous de mémoire. Les trous de mémoire chez le malade alcoolique, c'est très très fréquent. Effectivement, on a l'impression que c'est le stress, que c'est la vie qui fait que, mais non, parce qu'à l'arrêt de l'alcool, on se rend compte que la mémoire, elle redevient très active. Et vous pensez pas qu'on peut occulter une période de sa vie et ne jamais pouvoir la rattraper quand on a vraiment plongé dans l'alcool? Non. 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 Ce qui est perdu est perdu, hein. Oui, c'est ça. Oui. En fin de compte, vous avez loupé un épisode et de toute façon, vous pourrez jamais le revisionner quelque part, même en devenant abstinent. Eh ben non, parce que en fait, quand on va très loin dans l'alcool, on a des trous noirs, des périodes de notre vie qu'on peut pas raconter aux autres, que les autres nous racontent. Et là, c'est une très grande souffrance, parce qu'ils vous racontent des choses qui vous dérangent. Oui. T'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais vous, même si vous avez confiance en eux, vous vous dites, mais est-ce que c'est possible? Et c'est vrai que c'est une souffrance. Et moi, ces trous de mémoire-là, c'est une souffrance. C'est des choses que vous avez connues tous les deux. Ben, moi, personnellement, oui. Oui, ben, moi aussi, et j'ai trouvé que là, je prends sur un laps de 10 ans à peu près, ça passait à une vitesse phénoménale. Je n'ai pas vécu pendant ces 10 ans-là. J'étais dépendant que du produit. Je vivais pour le produit, je pensais produit. Ça passait par-dessus tout, la famille, les amis, c'était l'alcool, le produit. Et pendant ces 10 ans-là, ça c'est, voilà, il y a quelques années où vraiment, qui sont définitivement perdus. Et à jamais. Quelles sont les différences entre l'alcoolisation féminine et masculine? Honneur aux dames, Josette, on vous écoute. Alors, je suis pas le bon exemple pour l'alcoolisation féminine, puisque je dirais de façon très, très, très abrupte, j'ai bu comme un mec. Oui. C'est-à-dire, j'ai bu au nez, à la barbe de tout le monde. Et celui que ça dérangeait, il regardait de l'autre côté. Mais c'était mon éducation. Je buvais avec mes frères, je buvais, voilà. Par contre, effectivement, en accompagnant beaucoup de femmes, je me rends compte que l'alcool au féminin est quand même resté d'abord beaucoup plus tabou que l'alcool au masculin. Les femmes se cachent encore beaucoup, mais je trouve que la différence entre les hommes et les femmes se minimise. Les femmes commencent à s'alcooliser comme les hommes, mais elles sont plus discrètes quand même, elles se cachent. Et puis c'est surtout la société qui voit pas les choses de la même façon. Une femme qui boit, c'est une mauvaise mère, c'est une femme facile, vraiment, on lui jette des pierres. Hein. Qu'un homme, eh ben, ça fait sourire. Une femme, on la crédite de tous les défauts de la terre, mais un homme, non, c'est un bon vivant, puis à la limite, il a peut-être même pas la femme qu'il lui faut. Voilà, je crois que... Mais la différence entre l'alcoolisation féminine et l'alcoolisation masculine se minimise. Mais les femmes se cachent encore beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est parce que, entre autres, la société est beaucoup moins tolérante avec elles. Vous avez de plus en plus de femmes dans vos réunions? Oui. C'est un fait, vous le constatez vous-même. C'est un fait, et puis on osera dire, c'est une chance. Parce qu'elles sortent de chez elles. Elles osent venir vers nous et nous dire, ben voilà, moi aussi j'ai un problème avec l'alcool, pouvez-vous m'aider? Comme nos lieux d'accueil sont des lieux où on pratique la confidentialité, pour elles c'est un lieu d'accueil où c'est un endroit où elles peuvent parler facilement de leur maladie sans être jugées. C'est noté. Pour Richard, quelque chose à ajouter? Alors vous, ben voilà, l'alcool au masculin, oui. On a de la chance, on a les deux aujourd'hui sur AGFM, donc vous pouvez aussi en parler selon votre cas.
Moi, sur l'alcool au masculin, bon, il est vrai que dans nos groupes de parole, dans nos réunions, nous avons quand même plus d'hommes, mais j'ai remarqué, je confirme ce que dit Josette tout à l'heure, c'est que les femmes, je dis, n'arrivent pas en nombre, mais il y a beaucoup plus de présence féminine maintenant, ce qui est tout à leur honneur, et en plus, ça prouve qu'il y ait bien des soins, qu'il leur faut peut-être des soins à ces dames-là. Et je reprendrai sur la phrase que disait Josette tout à l'heure, quelque chose qui, moi, m'a marqué et qui est assez revu, c'est que dans un café, on voit un homme qui boit une bière. Un homme qui boit une bière, il a fini le boulot, tout ça, il boit une bière, c'est bien. Mais pas pour moi, je dis, ce qui est vu en général. Là, sur la même terrasse, supposition, une femme boit une bière à sa place. Eh ben, ça n'a pas la même, ça porte pas du tout pareil. L'homme, on va y dire, il a travaillé, machin, oui, il boit son petit coup. Et tandis que la femme, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, boire une bière devant tout le monde? Ouais, c'est souvent comme ça que c'est perçu. Et comment ça Pas tout le s'explique temps, mais- ça? Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est un effet de génération ou un Oui. effet de culture aussi? Parce que c'est pas parce que une femme va boire une bière à une terrasse de café qu'on va dire voilà, elle est dépendante, quoi. Je veux dire, c'est un peu bizarre comme raisonnement. Mais bon, selon vous, c'est ça, quoi. Une bière, non. Je dirais que c'est une femme qui s'affiche. Parce que pour une bière, on va pas l'identifier alcoolodépendante, c'est pas vrai. Mais par contre, c'est vrai que la société revient très vite sur ce jugement. La femme doit rentrer chez elle, elle doit s'occuper des enfants. Donc voilà, une femme qui boit, c'est une mauvaise mère. Et j'ai peut-être été une mauvaise mère, et j'en suis désolée. Non mais voilà, je grossis un peu le truc, hein. Pour une bière, bon, ça peut être. Oui, non, mais Oui. je voulais pas dire qu'on devient dépendant avec une bière. Oui. C'est l'image. C'est le que- regard. Le regard de certaines personnes par rapport à la personne qui consomme, quoi. Si c'est un homme, c'est presque normal, on va dire. Si c'est une femme, ça fait bizarre pour certaines personnes. Comment peut-on sortir de la maladie et devenir un abstinent heureux ou une abstinente heureuse? Alors, toujours honneur aux dames, Josette. Alors, devenir un abstinent, une abstinence ou une abstinente heureuse, c'est possible. Mais ça se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est tout un travail sur soi. Il faut d'abord, effectivement, accepter les soins, accepter d'être aidé. Il y a différentes méthodes pour arriver vers une abstinence heureuse. Mais il faut d'abord le vouloir très très fort. Mais ça se fait pas du jour au lendemain parce que quand on arrête l'alcool, déjà il y a pas mal de troubles. Ensuite, il faut renoncer à l'alcool. L'alcool, c'était quand même un produit qu'on aimait. Et tout d'un coup, il faut y renoncer. Donc, souvent, des malades nous disent « Ah oui, mais j'étais pas heureux dans l'abstinence. » Eh ben oui, mais ça se fait pas du jour au lendemain, ça se construit. Et je pense que l'aide le soutien de nos groupes peut les aider, peut les amener vers une abstinence plus, alors on va dire au début plus sereine. Heureuse, c'est un petit peu plus tard, mais ça se fait pas du jour au lendemain, qu'on n'aille pas raconter. Si, il y a quelques personnes qui en ont eu tellement marre de boire, qui tout d'un coup éprouvent un certain bien-être, un certain bonheur. Mais c'est progressif, ça vient tout doucement. Et puis, c'est vrai qu'au bout de quelques temps, ça devient vraiment confortable. Et puis, retrouver sa dignité, ça n'a pas de prix. C'est énorme. Oui, c'est. Richard, vous êtes d'accord avec Josette? Oui, parce que moi, j'en suis un abstinent heureux. J'ai tellement souffert dans l'alcool, j'ai tellement souffert du produit, que quand j'en suis sorti, de pouvoir reconduire, de pouvoir me resociabiliser, parce qu'il ne faut pas oublier que ça désociabilise, de tout pouvoir refaire comme tout à chacun. C'est des choses qui m'étaient devenues interdites ou que je m'interdisais de conduire, de plein de choses. Voilà, c'est pour ça que je suis devenu un abstinent heureux. C'est vrai que ça avait un petit peu de temps, comme dit Josette, mais moi c'était une construction. Ça a mis un petit moment avant d'être abstinent définitif, parce que j'ai fait plusieurs soins. Mais maintenant que j'y suis, je suis complètement heureux et je n'échangerai pas de vie pour rien au monde. C'est plutôt un message d'espoir, hein, que vous nous passez là au travers des ondes de Hag FM, mais c'est plutôt bien parce que on ne sait pas qui écoute et j'espère en tout cas que ça pourra apporter quelque chose à nos auditeurs qui connaissent de près ou de loin la dépendance à l'alcool.
On marque une pause avec notamment le Flash Info et on se retrouve juste après. Le Flash Info vous a été présenté par Groupe Aubert Automobile, votre concessionnaire Volvo, Mazda, Honda, Mitsubishi, Kia, Isuzu et Chevrolet à Tour-la-Ville. Aubert Automobile, c'est plus de 100 véhicules d'occasion sur notre parc. Retrouvez-nous sur groupe-aubert.com. Vous nous rejoignez sur AgFM, nous sommes en direct avec Josette Girard, présidente d'Alcool Assistance département de la Manche, et également Richard qui lui est secrétaire départemental. Avant la pause, nous avons parlé de la façon de sortir de la maladie et devenir un abstinent heureux ou une abstinente heureuse. Nous entamons la deuxième partie de cette émission avec le suivi après le sevrage. Alors quel suivi est indispensable après un sevrage alcoolique ? Ah, j'ai pas ouvert vos micros. Voilà, ça marche mieux. Après le sevrage, le suivi, d'abord, il doit être psychologique. Parce que derrière chaque malade alcoolique, il y a une souffrance. Pas toujours identifiée, mais il y a une souffrance et quelquefois cette souffrance remonte à l'enfance. Donc il est intéressant d'aller voir ce qui a dysfonctionné. Donc c'est vrai qu'il faut accepter de suivre des centres de soins. Il y a des centres de soins adaptés. Il y a cure, post-cure et des suivis en ambulatoire. Il faut accepter d'être aidé. Mais il y a aussi quelque chose de gratuit et de très répandu, c'est les associations. Oui, vous êtes là pour la représenter justement. Justement, donc faut pas rester seul. On est d'accord. Effectivement, alors j'ai un grand recul par rapport à la maladie alcoolique puisque je suis abstinente depuis très très longtemps. Donc j'ai fait de l'accompagnement depuis très très longtemps et par expérience, je sais que les personnes qui restent seules avec leur fardeau, on va dire, je vais pas dire voué à l'échec à 100%, mais c'est quand même plus difficile. On va schématiser. Pour porter quelque chose de lourd, il vaut mieux être plusieurs. D'accord. Seul, c'est difficile. C'est une belle image. Oui, moi je trouve que c'est une belle image. Voilà, et on se rend compte, très souvent, les jeunes abstinents nous disent « Oh, mais maintenant, je vais m'en sortir tout seul. » Ben non. Oui, alors, effectivement, on les laisse essayer, c'est légitime d'essayer. Quelques-uns y arrivent, mais c'est vraiment le petit nombre. C'est une minorité, d'accord. Ouais. Une grande minorité. Ouais. Alors, on peut s'en sortir, je veux dire, le suivi peut être assuré par les associations. Il y a également un suivi médical, je ne sais pas si on en a parlé tout de suite. Si, c'est important. Le suivi médical, je crois, pour éviter les problèmes de santé, justement, qui sont dus à cet arrêt de l'alcool. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Ce qu'il serait judicieux de faire, et ce qu'on nous conseille à la Fédération d'Alcool Assistance, c'est à l'arrêt de l'alcool, de faire un check-up. Faire un bilan complet de sa santé. Parce qu'il y a des pathologies sournoises qui se sont installées, et plus vite on ira visiter ça, mieux ça vaudra. Richard, quelque chose à ajouter à ce niveau ? Comment vous avez assuré votre suivi après l'arrêt de l'alcool ? Moi, c'est grâce à la continuité des réunions. Bon, bien sûr, j'ai suivi après un médecin en addictologie au centre Épidore de Coutances, qui est une continuité de l'hôpital, si je puis dire, qui a des réunions aussi, par lesquelles je me représente là-bas. Moi, je représente Alcool Assistance là-bas. Et voilà, j'avais un suivi, j'avais un médecin alcoologue qui était là-bas, qui me suivait. J'avais sous la main, j'avais une assistante sociale, je pouvais avoir même une diététicienne, je pouvais avoir tout sous la main pour mon suivi. Et moi, ce qui m'a principalement fait remarquer, ce qui a très bien marché pour moi, c'est ce que mon parrain d'alcool m'avait toujours appris, la règle des 3 A. La fameuse règle des 3 A. Qui sont accepter qu'on est malade, accepter de se faire soigner, et accepter de se faire aider. D'accord. Quand on a bien assimilé, c'est pas le terme, mais quand on s'est bien imprégné de cette règle, avec la motivation, bien entendu, la motivation de soi, et on arrive à faire de belles choses. Josette, pour conclure sur ce chapitre. C'est vrai que je dirais qu'Alcool Assistance, là, nous sommes disponibles. Et c'est vrai qu'Alcool Assistance, ou d'autres associations, parce que ne soyons pas trop sectaires, d'autres associations peuvent aider. Mais les associations, ce sont des endroits où on peut parler en toute discrétion de sa maladie et sans être jugé. Parce que
ce que craint le plus le malade alcoolique, c'est d'être jugé parce que on n'a pas souvent été glorieux dans nos alcoolisations. Donc voilà, moi je crois que c'est important tout ça. Mais beaucoup de personnes à l'arrêt de l'alcool, ce qui les porte vraiment, c'est l'association. Je vous entendais parler de justement ce nouveau mode de consommation des jeunes tout à l'heure hors antenne. On peut aborder un petit peu ce sujet assez rapidement, mais je pense que c'est important puisque là on le voit nettement, les jeunes ne s'alcoolisent pas forcément de la même façon que vous avez pu le décrire vous tout à l'heure. Alors on peut en parler. Comment s'alcoolisent les jeunes maintenant le samedi soir ou même le dimanche? Enfin voilà, vous avez dû avoir du recul à ce sujet. Oui, parce que ce matin on a encore fait justement une prévention, on en discutait encore ce matin même à la prévention. C'est vrai que il ressort assez souvent que les jeunes pratiquent ce qu'on appelle le binge drinking et le speed drinking. C'est l'alcoolisation rapide et massive d'alcool. Pour eux, faire une fête, c'est ce qu'on est ressorti plus ou moins ce matin. Faire une fête, c'était une fête réussie, c'était une fête complètement alcoolisée. D'accord. On peut parler de défonce quoi quand même. Hein. C'est une défonce. Ouais, Voilà, une jeune fille ce matin disait, voilà. Quand on était vraiment très alcoolisé, qu'on était plus ou moins dans un autre monde, c'est là on a vécu une vraie fête. Ah, ouais. Donc on ne peut plus s'amuser, enfin c'est pas le cas de tout le monde, mais les jeunes ont plutôt tendance à s'amuser sous alcool, enfin c'est ce qu'ils pensent. Voilà, c'est risqué quand même, parce que surtout à notre époque, la santé, les contrôles routiers, enfin la perte de permis, la perte de boulot aussi, parce que c'est quand même quelque chose de grave quand on a 20 ans et qu'on risque de tout paumer. Et le coma éthylique. Et oui, j'oublie peut-être aussi ce genre de choses qui laissent forcément des traces. Et vous constatez des jeunes de plus en plus jeunes, je dirais, qui viennent aussi dans vos réunions. Vous avez un ordre ou une échelle, enfin. Dans nos réunions, oui quand même. Moi, quand je suis arrivée il y a beaucoup d'années, c'était plus des personnes d'une grande maturité. Là maintenant, dans nos réunions, on voit des jeunes arriver de 27, 28. Voilà, les jeunes viennent, tant mieux. Plus vite on arrête, moins il y a de dégâts sur l'organisme. Mais pour en revenir à ces jeunes qu'on a vus ce matin, c'est vrai que c'était effrayant, cette façon qu'ils avaient de décrire leur soirée. Et à un moment, je me suis permise de leur dire, mais expliquez-moi ces soirées à notre époque. C'était dans la convivialité, on s'alcoolisait progressivement, on passait de bons moments ensemble, avant que ça finisse mal, bien sûr, mais on passait de bons moments ensemble. Tandis que alors ils nous ont expliqué tout un tas de jeux, Caps. Voilà. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de s'alcooliser vite et beaucoup. En fait, ils disent qu'ils s'alcoolisent pour s'identifier à un groupe, mais très très vite, si on analyse, ils sont exclus du groupe puisqu'ils sont dans un tel état qu'ils sont seuls. D'accord, ouais. Oui. Moi, je vais rajouter quand même une petite chose pour les défendre quand même, les petits jeunes. Oui, non, tout le monde n'était pas comme ça. Je sais bien. Heureusement. Je sais bien. Mais on constate quand même que, bon, pas que ce matin, les autres jours aussi, hein. Beaucoup de jeunes maintenant, quand ils font la fête, ils s'organisent avec le SAM. Il y en a toujours un plus ou moins qui se sacrifie. Et ça ressort à toutes les préventions qu'on fait. Il y a toujours un SAM, une personne qui surveille. On a eu encore ce matin une fille qui se sacrifiait. Non, parce qu'il lui faut 2 verres et puis elle est capote. Alors comme elle dit, je préfère pas boire, bon, c'est tout à son honneur. Mais elle va même ceux qui sont alcoolisés les couvrir, même des fois ramasser le vomi quand il y en a, parce que ça arrive malheureusement. Et voilà, c'est très important. Je pensais qu'il fallait le dire. Mais bien sûr, tout est important depuis 3/4 d'heure que l'on est ensemble. Hein, de toute façon, sur le sujet, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'évidemment, c'est très vaste. Hein, on n'a pas, voilà, il y a plusieurs. Vous avez vécu des choses et peut-être que certains auditeurs vivent des mêmes choses ou ont vécu d'autres choses d'une autre façon. Mais quel que soit le problème, de toute façon, c'était l'alcool à la base du problème. Josette, quelque chose à ajouter, non, peut-être? Oui. Avant oui, juste une petite anecdote pour en revenir à cette jeune fille qui disait, moi je veille sur les alcoolos. J'ai trouvé ça
un peu magique, un peu. Et j'ai trouvé ça d'autant plus beau. Et puis j'ai envie de le dire, j'ai un de mes petits-fils qui maintenant a 23 ans, qui lui aussi, les rares fois il va en soirée, il dit « Moi, ça m'intéresse pas de boire comme ça n'a pas de sens. Je veille sur les autres. » Voilà. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup des petits jeunes comme ça. J'ai une petite question rapide quand même. Vous dites que des jeunes de 27-28 ans viennent vous voir en réunion, mais il y a l'histoire de la consommation modérée ou de l'abstinence totale, vous êtes d'accord? Je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et en fait, comment un jeune qui a 27-28 ans va-t-il accepter le fait qu'il ne pourra plus jamais y toucher? En fait, Allez, on va être bienveillant et clairvoyant. Ils ont du mal à accepter. Donc, très souvent, il y a une réalcoolisation derrière. C'est-à-dire que les soignants, ça c'est la parole des soignants, leur disent vous êtes alcoolo-dépendant, parce qu'il faut quand même tenir la notion de dépendance. Donc, l'alcool, il faut éviter. Mais ils vont quand même vérifier. Et je trouve ça un peu normal d'aller vérifier et que l'alcool, ça marche plus pour eux. Donc, ils vérifient. Puis là, quand ils ont vérifié, ils reviennent vers nous en disant « Help, j'ai besoin d'aide ». Mais c'est notre rôle aussi d'être bienveillant avec eux et de leur dire on va pas leur dire « je t'avais dit que ça allait faire comme ça ». Non, non. Il faut les laisser faire leurs expériences. Il y a maintenant des gens, et beaucoup, qui veulent essayer la modération ou la gestion de leur consommation avant d'arriver à l'abstinence. Et tout ça, c'est un cheminement. Et je crois que c'est important de respecter ce cheminement. Eh bien, écoutez, merci pour votre prestation, entre guillemets, tout au moins votre venue ici. Quelques contacts en cas de besoin pour les gens qui nous écoutent. Où est-ce qu'on peut avoir des renseignements, numéro de téléphone, etc. Vous avez des sources à nous laisser ? Alors, nous avons des sources. Nous avons des sources. D'abord, il y a un site qui s'appelle Alcool Assistance, qui est le site de notre fédération. Sur ce site, on peut trouver des renseignements sur la maladie, sur l'entourage, sur les jeunes, ça, c'est au national, c'est à Paris. Mais c'est notre maison mère. Ensuite, Alcool Assistance Manche, c'est pareil, il y a un site où nous mettons tout un tas de renseignements, Il faut pas hésiter à contacter. Il faut, si ça dérange, mettre des messages privés. On répond en message privé. Et puis alors après, il faut savoir que nous sommes disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, et en ce moment, ça fait fort. Ça fait fort. Oui, ça fait c'est fort. vrai, c'est vrai. Et nous laissons des numéros contacts aux personnes que nous rencontrons et nous tenons dans la mesure du possible parce que nous avons quand même une petite vie privée. Oui, mais oui. Ouais. Donc nous laissons plusieurs numéros de téléphone et là les personnes si elles ont besoin d'aide, si elles trouvent pas la première personne, elles appellent la deuxième. Enfin des fois elles appellent les uns après les autres, mais voilà. Josette et Richard, merci pour votre participation à cette émission. En 2013, Josette, vous étiez venue en direct sur cette antenne. Vous aviez laissé un petit message d'espoir. Je l'ai retrouvé, je l'ai réécouté hier. Et cette fois-ci, en 2016, j'aimerais que vous aussi, repassiez un petit message d'espoir pour les personnes qui nous écoutent et qui sont touchées de près ou de loin par la dépendance à l'alcool. Alors, effectivement, de l'espoir, je veux en donner. Parce que je sais que ça existe. C'est pas une fatalité, la maladie alcoolique. Notre rôle, nous, familles, c'est d'aider nos malades. Et je pense que quand la famille se coalise, mais de façon gentille, autour du malade, tout est possible. C'est pas c'est pas une fatalité d'être malade alcoolique. On peut en guérir. Ça, c'est une certitude. Mais il faut se donner les moyens, il faut frapper aux bonnes portes. Vous en êtes l'exemple vivant, voilà. Vous trouvez? Merci. Complètement. Je vous remercie bien tous les deux. C'était vraiment sympa d'avoir accepté cette invitation. Et puis il y a énormément de choses à dire. C'est vrai que on se donne rendez-vous peut-être fin 2016, début 2017. On essaiera d'aborder d'autres sujets, d'autres aspects. On travaillera ensemble pour aborder encore autre chose. Voilà. J'espère que au moins le message est passé. Et puis encore une fois, merci et bonne continuation. Merci. Merci bien. Merci à AG FM de nous avoir si gentiment reçus.